Il était l'homme qui faisait trembler l'Europe, le maître des champs de bataille, un esprit stratégique implacable. Mais dans l'arène du cœur, Napoléon Bonaparte fut un soldat souvent désarmé, et sa plus grande, sa plus tumultueuse campagne fut menée pour une seule femme, Joséphine. Leur histoire n'est pas une simple romance, c'est le récit de la façon dont l'amour peut forger, briser et finalement immortaliser un empereur. Pour comprendre leur rencontre, il faut comprendre le Paris de 1795. La terreur était terminée, mais le sang de la guillotine était encore frais dans les rues. C'était l'ère du Directoire, une période de chaos, de corruption, mais aussi d'une frénésie de vie. Les survivants dansaient, aimaient, dépensaient avec l'énergie du désespoir. Dans ce tourbillon, Rose de Beauharnais, que le monde connaîtrait sous le nom de Joséphine, était une reine, née dans la lointaine Martinique, mariée jeune à un vicomte qui la méprisait. Elle avait survécu à la prison révolutionnaire qui avait coûté la tête à son mari. Elle était maintenant une veuve de 32 ans, mère de 2 enfants, sans fortune, mais armée d'un charme irrésistible et d'une intelligence sociale redoutable. Maîtresse de Paul Barras, l'homme le plus puissant du Directoire, elle était une experte en survie. C'est alors qu'un jeune général de 26 ans, Napoléon Bonaparte, entra dans sa vie. Maigre, le teint cireux, les cheveux longs et mal peignés, il était l'antithèse de l'élégance parisienne. Il était socialement maladroit, mais ses yeux gris brûlaient d'une ambition terrifiante. Auréolé de sa récente et brutale victoire contre l'insurrection royaliste, il était un homme à la fois utile et dangereux. La légende raconte que tout a commencé lorsque le jeune Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine, est venu réclamer l'épée de son père. Napoléon, touché par la fierté du garçon, la lui rendit. Le lendemain, Joséphine vint le remercier. Pour Napoléon, ce fut un coup de foudre, une obsession instantanée. Il vit en elle non seulement une femme désirable, mais l'incarnation de la grâce et de l'élégance de l'ancien régime qu'il rêvait de conquérir. Pour elle, ce fut d'abord un calcul. Barras, désireux de se défaire d'une maîtresse devenue trop coûteuse, la poussa dans les bras de ce général prometteur. Elle était initialement peu impressionnée par ce général botte de chat, mais elle sentit en lui une force, une volonté qui pouvait lui offrir la sécurité. Il l'épousa en mars 1796, 2 jours seulement avant de partir pour sa première grande campagne, celle d'Italie. Et c'est là, au milieu des Alpes, des batailles et des stratégies, que sa passion explosa en un torrent de lettres enflammées. « Je me réveille plein de toi », écrivait-il. « Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont pas laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur ?» Il conquérait l'Italie, mais son cœur était assiégé à Paris. Chaque lettre était un cri de désir et d'impatience. Mais pendant que le héros de l'Italie soupirait d'amour, l'impératrice de son cœur, à Paris, s'ennuyait profondément. Joséphine, habituée à une vie de liberté et d'admirateur, ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, la passion dévorante de son jeune mari. Elle répondait rarement à ses lettres, et quand elle le faisait, ses mots étaient froids et distants. Pire encore, elle renoua avec sa vie de plaisir et prit un amant, un jeune et élégant lieutenant de hussards nommé Hippolyte Charles. L'affaire était de notoriété publique à Paris. Pendant la lointaine campagne d'Égypte, la nouvelle de son infidélité parvint enfin à Napoléon, brutalement. Le choc fut terrible. L'amour idéaliste et pur qu'il lui portait fut brisé à jamais. « Le voile est déchiré », écrivit-il amèrement à son frère Joseph. « À 29 ans, je suis épuisé de tout. » Sa douleur se mua en une fureur froide. Il parla de divorce, d'humiliation publique. À son retour triomphal en France, il lui refusa sa porte. Elle pleura, supplia pendant des heures derrière la porte fermée de sa chambre. Ce n'est que lorsque ses enfants, Eugène et Hortense, vinrent se jeter à ses pieds en larmes, qu'il céda, il pardonna. Mais quelque chose s'était cassé. L'adoration aveugle avait disparu. Il l'aimait encore, mais d'un amour teinté de méfiance et d'un désir de possession. Il ne la quitterait pas.
Elle était sa femme, son talisman, et elle allait partager son ascension. Le coup d'État du 18 Brumaire les propulsa au pouvoir. Il devint premier consul, elle devint la première dame de France. C'est là que le génie social de Joséphine se révéla indispensable. Dans leur château de la Malmaison, elle tenait un salon qui devint le centre de la vie politique et artistique. Elle savait charmer les royalistes, rassurer les républicains et surtout apaiser les tensions que le caractère brusque et impatient de Napoléon créait sans cesse. Elle était la grâce à côté de sa force, le velours qui recouvrait sa main de fer. Ils devinrent un couple de pouvoir redoutable. Et en 1804, à Notre-Dame, après s'être couronné lui-même, il se tourna vers elle, qui tremblait d'émotion, et la couronna impératrice. La petite veuve créole, la survivante des prisons révolutionnaires, était devenue la femme la plus puissante d'Europe. C'était leur triomphe commun. En tant qu'impératrice, elle devint une icône de la mode et du luxe. Ses dépenses étaient légendaires. Elle possédait des centaines de robes, de bijoux, et sa passion pour les plantes fit de la Malmaison l'un des plus beaux jardins botaniques du monde. Cette extravagance servait aussi la politique de Napoléon. Elle faisait tourner l'industrie du luxe française. Mais même au sommet, une ombre grandissante planait sur le trône. L'Empire avait besoin d'un héritier. Et Joséphine, approchant la quarantaine, ne pouvait plus avoir d'enfants. Cette stérilité devint une affaire d'État. La famille de Napoléon, en particulier ses sœurs, qui avaient toujours détesté la vieille, la harcelaient sans pitié. Ses ministres, comme Fouché, lui parlaient sans cesse de la nécessité d'une nouvelle union, d'un ventre royal qui pourrait porter l'avenir de la dynastie. Napoléon résistait. Il était attaché à elle, à leur histoire. Mais l'empereur en lui commençait à gagner la guerre contre l'homme. La pression devint insoutenable. La décision fut la plus douloureuse de sa vie. Fin 1809, il annonça à Joséphine qu'il devait la répudier pour le bien de la France. La scène, telle qu'elle fut racontée, est déchirante. Il lui annonça la nouvelle seule à seule. Elle poussa un cri et s'effondra, sans connaissance. Le sacrifice devait être public. Dans une cérémonie froide et formelle au palais des Tuileries, devant toute la cour impériale, ils lurent tous deux des déclarations, la voix brisée par l'émotion contenue. C'était un spectacle cruel, l'amour sacrifié sur l'autel de l'ambition dynastique. « Elle a embelli 15 années de ma vie », déclara-t-il. « Le souvenir en restera toujours gravé dans mon cœur. » C'était la fin. Il avait choisi l'Empire plutôt que l'amour. Il épousa la jeune archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise, et obtint son héritier, le roi de Rome. Mais il ne cessa jamais d'aimer Joséphine. Il lui conserva son titre d'impératrice, lui rendit visite, lui écrivit, s'inquiéta de ses dettes. Elle se retira dans son château de la Malmaison, qui devint un refuge pour elle. Même après la première chute de l'Empire, en 1814, alors que Napoléon partait pour l'île d'Elbe, Joséphine conserva son prestige. Le tsar Alexandre Ier de Russie, désormais maître de Paris, lui rendit visite et fut charmé par sa grâce. Elle était la dernière relique vivante de la gloire impériale, mais le chagrin la rongeait. Peu de temps après, en mai 1814, elle attrapa un rhume qui se transforma en pneumonie. Ses dernières paroles furent pour lui. Bonaparte, l'île d'Elbe, le roi de Rome. La nouvelle de sa mort mit des semaines à parvenir à Napoléon. Lorsqu'il l'apprit, il s'enferma pendant 2 jours, refusant de voir personne. Sa plus grande victoire, disait-il, fut le cœur de Joséphine, et il venait de le perdre pour toujours. Des années plus tard, sur le rocher désolé de Sainte-Hélène, à l'autre bout du monde, alors qu'il livrait sa dernière bataille contre la mort et l'oubli, ses pensées se tournaient souvent vers elle. Il se rappelait leur passion, ses trahisons, son charme, sa douceur. Il la regrettait amèrement. Et en ce jour du 5 mai 1821, alors qu'il rendait son dernier soupir, l'homme qui avait dicté sa loi à l'Europe, le dieu de la guerre, murmura quelques mots dans le délire.
Le dernier mot qui franchit ses lèvres ne fut pas pour sa gloire, ni pour son fils, mais pour elle, Joséphine. L'histoire d'amour la plus célèbre de France s'achevait, mais la légende, elle, ne faisait que commencer.